bienvenue à la présentation de cet après-midi. Je vous trouve pas mal vaillant d'être là pour une si belle journée aujourd'hui, avec le beau soleil. Alors, cet après-midi, on va parler de la dépendance ou l'addiction, si vous voulez. Alors, mon nom est Lucie Robuchot, je suis coordonnatrice en éducation communautaire avec l'Association canadienne pour la santé mentale depuis, je pense, ça fait 34 ans, si ma mémoire est bonne. C'est ça. Alors, la dépendance, là, nous, l'association, on a été fondée en 1918. Alors, on est une association en but non lucratif. Donc, c'est sûr que l'association, on essaie de faciliter l'accès aux ressources communautaires. Donc, on est un petit peu une banque de toutes les ressources que les gens peuvent avoir besoin. Puis aussi, on essaie de renforcer leur résilience pour favoriser le rétablissement, surtout suite à un diagnostic de maladie mentale. L'association, on est situé dans 18 endroits de la province. On a des bureaux à Fredericton, Moncton et Saint-Jean, mais on a aussi des coordonnateurs et des coordonnatrices en éducation communautaire comme moi, qui est à travers la province. Donc, on est 11 qui se partagent au Nouveau-Brunswick pour une population de 760 000 habitants à peu près. Pour ma part, moi, la péninsule acadienne, je dessert à peu près 50 000 de population. On a un programme provincial de soutien par les pairs qu'on appelle les pairs aidants. Les programmes d'aide à l'emploi, Working Stronger, travailler ensemble pour la santé mentale, puis des programmes au travail pour aider les gens à réintégrer justement le marché du travail après un diagnostic de maladie mentale. Alors, c'est pour les aider aussi à développer des habilités, puis développer leur confiance en soi, puis d'aider aussi à apprendre à intégrer le marché du travail pour avoir une meilleure qualité de vie, donc un meilleur revenu et ces choses-là. Alors, si on regarde au niveau de la dépendance, des statistiques sont très importantes. On va regarder le contexte canadien. On en estime environ 21% des Canadiens répondent aux critères de dépendance à un moment de leur vie. Alors, 21% des Canadiens répondront aux critères de dépendance. Ce qui correspond à environ 6 millions de personnes. Ces statistiques prouvent qu'il est important de parler de ces questions dans notre pays. Donc, c'est pour ça que la CISM, on a décidé de toucher ce sujet-là parce qu'à un moment donné, ça implique aussi la maladie mentale parce que lorsqu'on parle de problèmes concomitants, on parle de problèmes de dépendance ou d'addiction et aussi de maladie mentale ou de problèmes de santé mentale. Chaque année au Canada, 8% des hospitalisations sont directement reliées aux dépendances. Le Canada perd environ 11,8 milliards de dollars par année. Encore une fois, si on utilise des chiffres pour illustrer les répercussions, ça correspond en moyenne à 414 $ par personne au Canada. N'oublions pas qu'on est à peu près 36 millions, donc c'est beaucoup. Puis le fait que le Canada a le plus haut taux de consommation de cannabis au monde, donc ça n'aide pas non plus le problème. Qu'est-ce qu'est la dépendance? Ben, la dépendance est un problème de santé. On peut se poser la question parce que c'est un problème qui amène beaucoup d'autres problèmes, qui nuit à la vie de la personne en général. Il est important de se demander ce que c'est au juste la dépendance, parce qu'il peut être difficile de répondre à cette question, parce que la dépendance est très compliquée, OK? On peut la décrire comme étant un problème complexe de santé mentale qui nuit, comme je le disais, à la vie d'une personne. La dépendance comprend l'usage compulsif d'une substance ou d'un comportement compulsif qui n'arrête pas, malgré les effets néfastes qui l'accompagnent. Donc, les personnes continuent même s'ils savent que c'est très néfaste pour leur santé, puis pour leur santé mentale et physique. Il importe de noter que les substances en soi n'entraînent pas la dépendance uniquement, mais plutôt les expériences vécues par ceux qui en deviennent dépendants, raison pour laquelle la dépendance est une maladie à long terme. Ces personnes ressentent un besoin irrésistible de céder à leurs besoins et à leur dépendance, ou à céder à leur envie et à leur dépendance, typiquement parce qu'elles ont perdu la maîtrise de leurs propres gestes. Comme la maladie mentale, la dépendance peut toucher n'importe qui, peu importe le revenu, la façon dont on a été élevé, le niveau de scolarité ou les aptitudes physiques. Quand on parle de dépendance, je pense que c'est important de distinguer deux concepts qui sont reliés. Premièrement, l'usage de substances et l'abus de substances,
que l'on appelle aussi la dépendance. L'usage de substances comprend la consommation de drogue ou d'alcool et la pratique de comportements qui peuvent mener à la dépendance, comme le jeu de hasard, le magasinage et même sans qu'il y ait d'effets néfastes. Okay? Des fois, il n'y a pas d'effets néfastes pour autant, puis ils vont quand même le faire. Ce qui veut dire que la personne a la capacité de s'empêcher de s'abandonner à ses comportements avant que ça devienne un problème avec un impact à long terme. L'abus de substance, par contre, se produit quand quelqu'un a l'impression d'être à la merci de sa dépendance et qui n'arrive pas à arrêter le comportement, même lorsque les conséquences sont néfastes. Comme vous pouvez le voir, on peut dire que l'abus et l'usage de substances se situent sur un continuum. Okay? Donc, on va le voir dans la prochaine diapo. Cette illustration montre le continuum de l'usage de substances et de la dépendance et aide à mettre en lumière la différence entre l'usage bénéfique et l'usage problématique de substances. À l'extrémité gauche du diagramme, on retrouve l'usage bénéfique de substances. Cela comprend l'usage de substances ou la pratique d'un comportement qui entraîne un effet généralement positif sur la santé, la vie sociale ou la spiritualité, y compris tout usage mineur d'une substance comme prendre une tasse de café le matin ou un verre de vin rouge au souper, ou l'utilisation continuelle, culturellement appropriée. Donc, qu'on le fait socialement. Okay? Donc, on prend un verre de vin entre amis. Yagé ou Ayahuasca, mon Dieu, c'est des mots qui sont un peu compliqués, est une préparation fournissant à ses utilisateurs des hallucinations utilisées dans certaines cérémonies. Peyote, comme un petit cactus, et aussi des hallucinogènes. Si on se déplace vers la droite de ce schéma-là, de ce continuum-là, on arrive à l'usage occasionnel de substances. Okay? C'est ce qu'on voit lorsque les gens consomment des substances pour se divertir, mais qu'on ne constate aucun avantage, comme quand on va à une fête et qu'on prend plusieurs consommations avec des amis. Okay? Si on se déplace... oui. Ensuite, on retrouve l'usage problématique de substances. Ici, on commence à voir les signes précurseurs de la dépendance. Cette étape comprend un usage dont l'ampleur entraîne des effets néfastes comme pour la personne ou pour sa famille ou la société en général. Exemple serait de conduire et prendre le volant sous l'effet du cannabis ou de l'alcool. Enfin, on arrive à l'extrémité du graphique, soit la dépendance. On emploie le terme dépendance chronique parce qu'à cette étape, les gens présentent un besoin compulsif de consommer la substance ou de prendre part au comportement, même s'ils ont un effet néfaste sur la santé ou sur leur vie. Pour le reste de la présentation, quand je parlerai de dépendance, c'est à cela que je fais référence. Donc, c'est surtout à cette dépendance-là chronique qu'on fait référence dans cette présentation ici. Donc, on ne parle pas d'usage bénéfique ou d'usage occasionnel, on parle plutôt d'usage chronique. Reconnaître la dépendance. Comment on peut reconnaître la dépendance au moyen des 4 C? Compulsion, consommer, contrôle ou continu. Okay? Tout d'abord, on a la compulsion. Les gens commencent à consommer parce qu'ils sont poussés par un sentiment insurmontable. Ils peuvent être incapables de surmonter ou de combattre cette compulsion. Donc, la compulsion est la première étape. Deuxièmement, on a l'envie irrésistible de consommer. Ceux qui sont dépendants ont une envie irrésistible de consommer la substance en question parce que leur corps en a physiquement besoin pour fonctionner. Sans elle, ces personnes souffriraient de sevrage. Donc, ils sont obligés, ils sentent le besoin de continuer de consommer. Troisième, on a la perte de contrôle. Donc, par rapport à la fréquence ou à la quantité consommée. Dans les deux cas, ça démontre un usage accru, ce qui est problématique. Okay? Donc, les personnes voient qu'ils continuent et continuent, ça devient vraiment un problème. Parce que dans les deux cas, ça démontre qu'ils ont un besoin fréquent et d'augmenter aussi la quantité consommée. Finalement, ce qui est probablement le point le plus évident, on a l'usage continu d'une substance malgré les effets néfastes. Les personnes aux prises avec une dépendance ne peuvent pas contrôler leur compulsion ou leur envie et leur consommation, ce qui peut les amener, excusez-moi, à être incapables de prendre le dessus sur leur dépendance.
et ils continuent ainsi à consommer, peu importe les effets néfastes pour eux-mêmes, pour leurs êtres chers ou pour leur collectivité. Donc, leur entourage va en souffrir, que ce soit au niveau de travail, au niveau familial, au niveau de leurs proches qu'ils aiment. Alors, si on passe aux symptômes de la dépendance, ben, c'est sûr qu'on a des symptômes hein, qu'on peut reconnaître, comme les pertes d'intérêt pour ce qui leur apportait du plaisir. Donc, ils n'ont pas vraiment le goût de faire les choses qu'ils aimaient. Des cycles d'humeur rapides qui peuvent être imprévisibles ou régulation émotionnelle réduite. Donc, ils ont des sauts d'humeur, ils ont de la misère à autogérer leurs émotions, ils ont de la misère à gérer leurs émotions. Hein, ils peuvent être de bonne humeur tout d'un coup, ils peuvent être en colère, donc c'est un peu imprévisible. Une plus grande impulsivité ou un plus grand désir de prendre des risques. Alors, ils vont avoir des comportements téméraires. Sous l'effet des drogues, de l'alcool, des fois, ils vont peut-être aller à des vitesses excessives. Ils vont prendre des risques au niveau de, je ne sais pas, des armes à feu ou ils vont prendre plus de risques. Ils vont être plus téméraires, si on peut dire. On commence à remarquer des problèmes importants à la maison, au travail ou à l'école si ce sont des jeunes. Des changements liés à la perte de poids, aux habitudes de sommeil ou d'alimentation. Souvent, ils vont sauter le repas, boire, consommer au lieu de se nourrir. Ils auront des problèmes d'insomnie. Des changements aussi à devenir plus secrètes. Ils préfèrent passer du temps seuls. Donc, des fois, c'est pour permettre de consommer. Ils vont s'éloigner des gens. Ils vont se mettre à l'écart pour pas que les gens remarquent qu'ils consomment. Ils sont aussi dans le déni. Hein? Ceux qui vivent avec la dépendance, c'est souvent dans un état de déni face aux problèmes. On va leur dire, par exemple, je trouve que tu bois un peu. Non, je bois pas plus que... Ils vont être vraiment dans le déni. Ils vont pas vouloir l'admettre. Même s'il s'agit d'un des côtés les plus frustrants de la dépendance, il faut comprendre que ces personnes-là sont atteintes d'une maladie. Hein? Donc, ils se rendent peut-être même pas compte eux-mêmes qu'ils sont rendus là. Ils se rendent peut-être, oui, ils sont souvent peut-être dans le déni. Alors, les facteurs de risque de dépendance accroissent la probabilité de développer une dépendance. Par exemple, si on parle de la génétique, c'est un facteur de risque qui augmente le plus la probabilité de développer une dépendance, voire des antécédents familiaux. Par exemple, si on est un père qui est alcoolique, comme enfant, on peut être un petit peu plus vulnérable à la dépendance ou augmenter un petit peu plus nos risques de développer ça. Si un membre de notre famille avec qui vous avez des liens sanguins ont connu des problèmes semblables, vous avez 6 fois plus de risques de développer une dépendance. Alors, c'est à prendre en considération. Il y a plusieurs autres facteurs de risque qui peuvent vous rendre vulnérable à la dépendance. Aucun facteur n'élèvera votre niveau de risque plus qu'un autre, mais la probabilité que vous développiez une dépendance et la rapidité avec laquelle vous pourriez être touché peuvent être influencés par ces facteurs. Souffrir d'une maladie mentale accroît votre risque d'utiliser des substances et d'en abuser. Un haut niveau de stress peut vous mettre à risque. Si vous utilisez des substances depuis un jeune âge, vous êtes plus à risque d'en faire un usage problématique. Les hommes ont 2 fois plus de risques que les femmes de développer un usage problématique d'une substance. Avoir une famille de mauvaise qualité ou une famille dysfonctionnelle peut aussi constituer un risque. Les jeunes qui n'ont pas un fort attachement à leurs parents ou à leurs frères ou à leurs sœurs ont un risque accru de souffrir d'une dépendance un jour. Plus une personne a des facteurs de risque, plus il y a des chances qu'elle développe ou des risques qu'elle développe une dépendance. Et les traumas aussi, on sait que si, par exemple, il y a eu des choses au niveau de le familial qui s'est passé, que les enfants pu vivre des traumas, ben, ça augmente le risque. Si on regarde maintenant les types de dépendance liées à une substance, nous avons une idée générale de ce qu'est la dépendance, mais des personnes qui peuvent être touchées. Passons aux divers types de dépendance. Avant de traiter un type en particulier, je pense que c'est important de souligner qu'on peut diviser les dépendances en 2 grandes catégories. Okay? Les dépendances liées à une substance. Cette catégorie vise la consommation d'alcool et de drogue et c'est celle à laquelle on a tendance à penser le plus souvent lorsqu'on parle de cette question. Mais la deuxième, il y a des dépendances qui sont liées à un comportement. Cette catégorie regroupe les personnes qui s'adonnent à des comportements de façon problématique.
Parmi les exemples les plus connus, on y retrouve le magasinage, le jeu de hasard, le sexe, même l'exercice, l'hyperphagie, qu'on appelle la boulimie. Alors, ces personnes-là peuvent avoir des dépendances. Puis ceux-là sont reliés directement à un comportement et non à une substance. Les dépendances les plus courantes au Canada, je suis sûre que la plupart de vous autres vont dire l'alcool, le cannabis, le tabac, puis les médicaments sur ordonnance. Okay? Au Canada, les 4 substances reliées à la dépendance les plus courantes sont dans cet ordre-là. Donc, l'alcool en premier, le cannabis, troisièmement, le tabac, quatrièmement, les médicaments sur ordonnance. Bien qu'il y ait une longue liste de substances et de comportements pouvant mener à une dépendance, nous allons nous concentrer notre attention aujourd'hui sur celles qui sont les plus problématiques au sein de la société canadienne, qui est la dépendance à l'alcool. Alors, l'alcool est la substance la plus utilisée au Canada. Plusieurs oublient ce fait, mais l'alcool est en fait une drogue, un peu comme toutes les autres drogues auxquelles on peut y penser. Toutefois, puisque cette substance est légale depuis longtemps, il est difficile d'oublier sa classification. Hein, c'est vrai que c'est légal, puis on oublie que c'est quand même dommageable. Les dommages liés à l'alcool nous coûtent environ 14,6 milliards de dollars par année au Canada. Cette somme est dépensée en frais hospitaliers ou juridiques ou en services policiers pour réparer les dommages causés par les personnes ivres ou par leurs besoins en soins de santé. L'alcool est un problème bien plus grave qu'on le pense. En 2016, uniquement 77 000 hospitalisations ont été directement liées à la consommation d'alcool, contre 75 % pour leur crise cardiaque. Même si on pense d'abord à l'alcool chez les adultes, les jeunes Canadiens ont été grandement touchés par cette substance. Alors, les chiffres sont gros. Au Canada, l'âge moyenne où débute la consommation d'alcool est de 13,5 ans. Donc, les jeunes commencent très tôt. C'est une statistique qui fait peur, qui montre l'importance d'informer les jeunes sur l'effet justement de cette substance. On trouve ça banal de prendre une bière des fois, mais on sait qu'il y a des risques quand même, qu'on peut développer des dépendances dues à nos antécédents, dues aussi à notre vécu. On l'a vu tantôt, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à consommer. Donc, c'est important que les jeunes soient sensibilisés. C'est aussi important qu'on examine ce problème chez les Nouveaux-Brunswickois. Dans la province, l'alcool est la substance utilisée le plus couramment chez les élèves de niveau intermédiaire et secondaire. En 2015, à Saint-Jean, 44 % des élèves de la 7e à la 12e année ont indiqué avoir consommé de l'alcool au cours de l'année précédente, ce qui est plus élevé que la moyenne nationale qui se situe à 39,5 % seulement. Donc, Saint-Jean a dépassé 44 % au lieu du 39 du taux national. Ce qui fait de même que l'alcool, on peut parler de l'alcool comme à l'échelle nationale, il s'agit d'un problème qui touche les jeunes de nos communautés. En gros, l'alcool peut mener à une diversité d'effets néfastes, hein, on le sait, comme la perte de mémoire, la violence, les troubles de santé mentale, et on peut même accroître votre risque de développer un cancer. On sait maintenant que ça peut être interrelié. Je vous dirais que les jeunes, parfois, lorsqu'ils n'ont pas été diagnostiqués puis ils ont des symptômes de maladie mentale, parfois, ils vont s'auto-médicamenter avec des drogues et de l'alcool. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de parler de santé mentale aux jeunes le plus tôt possible. Pour leur dire que, bon, on peut avoir aussi, que la santé mentale et la maladie mentale peut être héréditaire si on a des parents. Par contre, s'il y a des historiques de maladie mentale dans nos familles, comme nous, comme enfants, on a quand même une vulnérabilité à la maladie, on peut la développer. Et parfois, les jeunes, ils sentent très, très jeunes qu'ils ont des différences avec les autres jeunes qui ont des drôles d'effets ou de symptômes. Puis parfois, ils ne peuvent pas mettre le mot sur ce qu'ils ressentent. Puis, ils vont s'automédicamenter avec drogue et alcool. Alors, si on regarde les dépendances au cannabis, alors on dit le cannabis, il est connu sous le nom de marijuana ou de pot. Il se situe au 2e rang des substances les plus consommées chez les Canadiens. Il s'agit d'une substance qui est importante de mentionner en raison des changements récents au pays concernant la législation
légalisation, excusez, il est important de noter que le cannabis peut être utilisé de nombreuses façons. Même si beaucoup de gens pensent que le cannabis est avant tout fumé, il est également possible de le consommer sous toute autre forme, comme liquide, comme le cannabidiol. C'est une huile de CBD là. L'ingrédient qui vous fait ressentir l'état euphorique, le high, c'est des effets thérapeutiques qui ne contiennent pas de THC. C'est comme compliqué pour moi, tous ces termes-là. Je ne suis pas la spécialiste comme telle, là, mais parce qu'on nous a demandé, parce que c'est maintenant relié comme des problèmes concomitants avec la maladie mentale et la dépendance, on nous demande de donner ces informations-là. Mais je vais faire de mon mieux, mais j'ai quand même quelqu'un qui est avec moi aujourd'hui qui est peut-être plus qualifié là, que moi. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les dans le chat tantôt, dans le Q&A, c'est-à-dire, puis on pourra répondre à vos questions du mieux qu'on peut. Là. C'est sûr que, mais j'ai quand même l'information est quand même très bonne là, pour m'avoir assis avec quelqu'un qui travaille en traitement des dépendances depuis plusieurs années. Je me suis vraiment quand même bien informée. Je ne veux pas donner de mauvaises informations aux gens, mais c'est quand même juste un aperçu qu'on vous donne, c'est sûr. Hein. Cette forme se lie plutôt au récepteur du cerveau pour aider à réduire la douleur et les symptômes neurologiques. Enfin, l'huile CBD est utilisée couramment pour traiter les enfants épileptiques. Aujourd'hui, par contre, quand on va parler de cannabis, on portera notre attention sur les formes qui contiennent le THC et qui sont plus susceptibles de causer la dépendance. Okay? Donc, on va s'adresser plus à celle-là. Le Canada est actuellement au 2e rang des pays ayant le plus haut taux de consommation de cannabis au monde derrière les États-Unis. En 2017 seulement, on estime que les Canadiens ont dépensé environ 5,7 milliards de dollars sur le cannabis à l'usage médical ou non. Donc, c'est quand même beaucoup. L'âge moyen des personnes qui utilisent le cannabis pour la première fois est de 14,2 ans. 14 ans. 14,2 ans. Soit un peu plus tard que pour l'alcool, mais assez tôt pour susciter l'inquiétude. Puisque le taux de consommation sont si élevés, c'est important qu'on sache que 9% des adultes et 17% des jeunes qui consomment régulièrement du cannabis développeront une dépendance. Donc, c'est important qu'on garde ces taux-là parce que c'est quand même élevé. Chez les jeunes, on doit s'assurer qu'ils sont au courant des conséquences possibles de leurs gestes. En gros, la consommation de cannabis peut entraîner une série de problèmes comme la perte de mémoire, la distorsion du temps, une inconscience face au temps, des tremblements et un taux sanguin et une pression sanguine plus élevée. Alors, ça a des répercussions sur notre physique. L'artériel plus élevé. La dépendance au tabac, plus de 5 millions de Canadiens fument encore. Bien, puis il y a une plus grande conscience publique sur cette question. On rapporte que 5 millions de Canadiens fument encore aujourd'hui. Okay? Un rapport publié par le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick en 2012 a indiqué que 21,6 des élèves de la 7e à la 12e année dans la province fumaient le tabac. C'est intéressant de noter que c'est à Saint-Jean qu'on retrouve le plus haut taux de tabagisme au Nouveau-Brunswick pour ce groupe d'âge. Même si le tabac est une question fortement publicisée, il est encore quand même important de faire un survol des risques. Fumer le tabac régulièrement peut accroître le risque de maladies cardiaques, d'otite, de sinusite, d'AVC, de provoquer des problèmes de fonction cérébrale. Ça peut aussi rendre la personne plus susceptible à des rhumes, à la grippe, causer des problèmes digestifs, entraîner le cancer du poumon également. Alors, on sait que ça a un impact sur notre santé physique. La dépendance aux médicaments. Alors, on va examiner qu'il y a 13 hospitalisations qui ont lieu chaque jour en raison d'usage illégal de médicaments sur ordonnance. Les antidouleurs sont employés par 14% des Canadiens encore en 2017. Puis vous voyez les noms comme les Tylenol, la méthadone, le fentanyl, l'oxydone et autres sont utilisés comme étant des antidouleurs. Les sédatifs, on les utilise pour réduire l'anxiété, les problèmes reliés au sommeil. Donc, on utilise encore beaucoup ça contre aussi la médication contre la dépression. L'anxiété, on sait que ça augmente, hein? Donc les taux de Valium, d'Activant sont connus, puis on dit qu'on les prescrit encore pour la dépression. Et
l'anxiété croît depuis des décennies au Canada avec un taux de 7,7 plus élevé que la moyenne nationale. Donc, on sait qu'il y a beaucoup plus de problèmes d'anxiété. En 2015, c'est ça, on a eu des hospitalisations concernant la médication. Alors, si on va regarder comment commence une dépendance, ben, on prend plaisir aux changements physiques et psychologiques que la consommation qu'apporte la drogue ou un comportement. Alors, on comprend mieux certains signes et symptômes de la dépendance ainsi que les facteurs de risque qui peuvent nous rendre plus susceptibles de développer la dépendance. On sait que les types de dépendance sont plus courantes au pays. On peut se demander comment ces dépendances surviennent. Mais nous avons plus besoin de faire de recherches là-dessus. Mais par contre, la dépendance est unique à chacun et peut se produire pour diverses raisons. Les gens peuvent prendre plaisir au changement, comme je le disais tantôt. D'autres événements de leur vie peuvent les pousser à utiliser des substances comme la curiosité, l'augmentation du stress, les traumatismes ou la maladie mentale, comme je le mentionnais tantôt. Les jeunes qui n'ont pas eu de diagnostic, qui n'ont pas été vérifiés, ils peuvent s'automédicamenter avec ces substances-là. Ce qui est sans conséquence pour une personne peut s'avérer dangereux pour une autre. Ce qui rend la dépendance unique à chacun parfois est parfois difficile à saisir pour ceux qui tentent de comprendre comment un être cher en est arrivé à avoir ce problème de dépendance-là. Par exemple, moi, j'ai déjà vu des personnes qui ont des antécédents familiaux de maladies mentales, puis la personne a consommé, puis elle est tombée en psychose. Parce que, justement, elle ne savait pas. Elle avait peut-être les symptômes, puis elle ne reconnaissait pas les symptômes comme étant de la maniaco-dépression ou peu importe la maladie, puis elle est tombée en psychose suite à ça parce qu'ils ont une vulnérabilité. Donc, parfois, on se pose la question. Ce qu'on sait par contre, c'est que la dépendance est souvent liée à de nombreux autres problèmes comme la santé mentale, comme le stress, l'anxiété et la dépression. On va maintenant explorer brièvement ces liens. OK? Alors, la maladie mentale et les dépendances, on sait que la concomitance de troubles de santé mentale et des dépendances représente une inquiétude importante en santé mentale en Canada. Alors, on sait maintenant qu'on appelle ça le traitement santé mentale et dépendance. Ça, c'est quand même interrelié. On sait qu'on associe souvent la dépendance à la maladie mentale. C'est une inquiétude importante dans le milieu de la santé au Canada, parce qu'on a plus de 50% de ceux qui cherchent de l'aide pour leur dépendance ont un problème de santé mentale qui n'est pas réglé, ce qui complique la situation. Okay? Ceux qui sont touchés par la maladie mentale sont 2 fois plus à risque de souffrir de dépendance. Alors, c'est intéressant de voir que parfois la dépendance est étroitement reliée à une forme de maladie mentale. C'est particulièrement vrai pour les populations vulnérables comme les sans-abri, les personnes à faible revenu, les minorités visibles comme les Autochtones et les personnes LGBTQ. Des personnes se tournent d'abord vers l'automédication, comme je le disais tantôt, et s'en servent pour tenter de traiter ou réduire certains symptômes de la maladie mentale. Sauf qu'en cours de route, cette consommation devient problématique. Okay? Alors, lorsqu'ils rentrent des fois en traitement des dépendances, on découvre qu'il y a un diagnostic et là, ils sont pris dans l'engrenage de la dépendance, puis ça vient un petit peu compliquer le traitement. Alors, des fois, il faut traiter les deux en même temps. Le traitement et la dépendance, si on regarde maintenant, qu'est-ce qu'il en est? Le stress est un facteur important, puis est associé à la dépendance. C'est un autre facteur qui est très important. Les recherches ont démontré que le début d'événements stressants dans la vie d'une personne peut amener cette personne à consommer, ce qui peut éventuellement donner lieu à une dépendance. Qu'est-ce qui figure parmi les causes de l'augmentation? Du stress, c'est l'abus, les désastres naturels, les difficultés financières, les attentats criminels. Donc aussi, c'est peut-être bon, là, en train de se poser la question, est-ce que dans ce temps de pandémie-là, est-ce qu'il y a une augmentation de consommation d'alcool ou de cannabis? Je pense qu'il y a des gens déjà qui se penchent déjà sur cette question. C'est intéressant de voir parce qu'il faut le dire que cette pandémie-là, veut pas, on vit du stress, on réagit tout différemment à cet événement-là que tout le monde est touché.
Hein? On est tous dans le même bateau, mais je le dis toujours, on ne rame pas de la même manière dans ce bateau-là. Donc, il y a des gens qui sont peut-être plus vulnérables, peut-être qu'il y a des gens qui sont plus affectés. Donc, il y a des gens qui auront peut-être tendance à se pencher un petit peu plus vers l'abus d'alcool ou de cannabis. Alors, il y a déjà des gens qui se penchent sur la question pour voir quel impact cette pandémie-là a eu chez les gens. Les gens qui vivent des situations peuvent se tourner vers les substances pour soulager la douleur émotive qu'ils ressentent. Ça peut toutefois ouvrir la voie à un cycle dangereux où le stress mène à l'utilisation de substances qui fait ressurgir des émotions vécues lors des événements stressants et pousse les gens à avoir recours à l'automédicament ou médication, je devrais dire. Ce cycle-là, qu'une fois qu'il est établi, peut être difficile à briser, puis on peut entraîner des conséquences néfastes. Alors, si on vit des émotions, puis on est porté à consommer de l'alcool en plus grande quantité, ben, des fois, l'habitude s'installe, puis là, on trouve que ça donne un bon feeling, puis on est moins anxieux. Mais il faut penser qu'on a des effets néfastes, hein, parce qu'on sait que ça peut être des dépresseurs, l'alcool est des dépresseurs, ainsi que les consommations de drogue ou de cannabis, ça a des effets de dépressif après. Donc, le lendemain, on peut se sentir un petit peu plus déprimé. Alors, l'anxiété et la dépendance, ben, c'est ça. Hein? L'automédication est un problème. L'anxiété est un haut facteur qui a été associé à la dépendance. Alors, le plus gros problème survient lorsque les gens ont recours à l'automédication, peuvent tenter de soulager les difficultés qu'ils ressentent en raison de leur anxiété. Alors, moi, je connais des gens qui se sentaient anxieux, ben là, ils prenaient de l'alcool. Puis là, on dirait qu'ils se sentaient bien, là, après ça, là, ils se sentaient moins anxieux. Mais le lendemain, l'anxiété était au top, était vraiment très, 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 très élevée. Puis ça les rendait tellement malheureux. Puis des fois, il y avait même de la misère à fonctionner, puis faire leur vie, leur habitude de vie ou de travailler ou remplir les tâches quotidiennes. Donc, jusqu'à temps qu'ils se rendent compte qu'ils sont peut-être pas capables de consommer puis de vivre de l'anxiété au quotidien parce que ça a empiré les symptômes de l'anxiété. Ces personnes sont 3 fois plus à risque de devenir accros aux stimulants, des drogues qui viennent temporairement augmenter le niveau d'attention et d'énergie, et 5 fois plus à risque de devenir accros aux médicaments sur ordonnance censés soulager l'anxiété comme le Xanax et le Valium. Donc, ça augmente Puis, il y a des gens qui vont consommer des médicaments pour diminuer l'anxiété, mais ils vont continuer à consommer des substances comme du cannabis ou de l'alcool, mais ça vient un petit peu interagir de pas une bonne manière avec la médication. Donc, c'est important de prendre ça en considération. Des fois, j'ai des gens qui me parlent puis ils me disent, ben moi, je prends des pilules pour l'anxiété, mais ça m'empêche pas de prendre de l'alcool le soir, hein, puis, ou de fumer du cannabis. Mais à un moment donné, je leur dis, ben ça enlève peut-être l'effet de votre médication, donc ça a un impact moins positif sur votre traitement. La dépendance et la dépression. L'alcool est la substance dont les gens atteints de dépression abusent le plus. OK? Donc, c'est ce qui est ironique parce que l'alcool est en fait un dépresseur. Comme je le disais tantôt, c'est sûr qu'on est sur un high, là, on prend un verre de vin, 2 verres de vin, on se sent bien, mon Dieu, il me semble que nos problèmes sont un petit peu loin, on se sent moins anxieux, puis hey, on est bon. Puis, mais le matin, quand on se lève, peut-être qu'on se sent un petit peu plus déprimé. Puis c'est sûr que c'est un dépresseur, puis ça agit sur notre état émotionnel, émotif. Les gens sont 2 fois plus à risque de développer une dépendance s'ils souffrent de dépression. Alors, on va voir les gens qui sont dépressifs, ben, c'est sûr qu'ils vont en boire un peu plus. Puis, si on regarde des gens qui sont dépressifs, ben, c'est aussi un facteur important au risque, par exemple, d'idées suicidaires. Alors, moi, j'ai toujours dit que l'alcool, la dépression et les problèmes ou les pensées suicidaires sont interreliés très étroitement. Alors, je dis toujours, ça fait tout bon ménage. Hein? C'est des substances qu'il faut prendre en considération parce que des fois, il faut poser la question aux gens. Hein? Quand on voit les gens consomment plus que d'habitude ou drogue et alcool, moi, j'ai tendance à penser des fois ou à poser la question, as-tu des idées suicidaires? Parce que lorsqu'on regarde, c'est parce que des fois, il y a une dépression derrière ça, puis ça les amène à consommer plus. Comment aider les êtres chers?
Tu sais, si on a des gens autour de nous, ben moi, c'est comme je vous le dis, je vais poser la question au niveau du suicide parce que c'est vraiment interrelié. Il faut poser les questions. Alors, première chose, ben, soyez optimiste, OK? Assurez-vous de communiquer puis qu'il s'agit d'une maladie. Tu sais, des fois, on a tendance à juger ou à critiquer ou à chialer. Rappelez-vous que c'est une maladie puis qu'on peut la guérir. Il y a peut-être des obstacles en chemin, mais on peut aller loin si on garde une attitude positive. Donc, tu sais, d'aider la personne d'une manière optimiste, puis d'avoir de l'espoir, tu sais, parce que des fois, on dit, ben, oh, il est peine perdue, je perds mon temps, j'y parle, puis m'écoute. Tu sais, il faut être optimiste, puis toujours penser que c'est une maladie. Exprimer votre inquiétude, c'est important que ceux qui souffrent sachent que vous vous inquiétez pour leur bien-être. Ils peuvent ne pas réaliser ou reconnaître qu'ils ont un problème. Alors, vous entendre dire que vous êtes inquiet pourrait leur ouvrir les yeux. Encouragez-les à chercher de l'aide. Assurez-vous de dire à vos êtres chers qu'ils n'ont pas à traiter ces problèmes-là seuls. Il a de l'aide. Il y a beaucoup de gens qui peuvent les aider. Alors, encouragez-les à aller chercher l'aide qui pourrait leur faire du bien, l'aide d'un professionnel. Établissez des limites à offrir votre appui. Parfois, j'ai des gens qui m'appellent et me disent, ben moi, je donne tout mon argent, là, puis ils la consomment, puis ils la brûlent, puis, tu sais, puis je me dis des fois, ben mettez vos limites. Parce que des fois, même si ça peut sembler dur, tu sais, de dire non, c'est important que vous établissiez vos limites à ce que vous pouvez tolérer et ce que vous pouvez aussi, et à ce que vous vous teniez à vos limites. Parce que des fois, on peut tout donner notre argent, mais ça ne va pas aider la personne parce que ça devient comme une béquille pour eux autres. Hein. Ces personnes-là pourraient ne pas changer si elles voient que les conséquences de leur comportement ne sont pas là. Parce que si on leur fournit l'argent, ils en manqueront peut-être pas aussi souvent que si on ne les fournira pas, par exemple. Alors, la dépendance est difficile non seulement pour les personnes atteintes, mais pour celles qui les entourent et aussi vous devez vous prendre soin. Des fois, j'ai des grands-mamans qui me disent, moi, mon petit-fils, il consomme, puis il vient chez moi, puis il me demande de l'argent, puis j'ai de la misère, puis je leur dis, tant et aussi longtemps, vous allez leur donner de l'argent, essayez de leur dire que vous êtes plutôt inquiet, puis vous n'avez pas d'argent, puis d'aller faire de l'aide, puis parce que ces gens-là se sentent terriblement coupables de pas leur donner ce qu'ils veulent, puis en même temps, ben, ils sont quand même sur des revenus qui sont limités. Alors, ça amène souvent des choses à réfléchir pour les personnes âgées. Les grands-mamans, surtout, qui ont le cœur sur la main, puis même les parents. Des fois, on est obligé d'établir nos limites, de dire ça suffit, je ne peux plus. Ça s'appelle un petit peu tough love, là, mais des fois, on n'a pas le choix. Il faut apprendre à se choisir puis se prendre soin dans ces situations-là. Mais de lui dire, le jour que tu vas vouloir avoir de l'aide, je serai là. Tu sais, je pourrais t'aider, je vais être là pour ça. C'est important. Ne jugez pas la personne. Soyez conscient de vos commentaires et soyez patient avec la personne. Évitez de l'agacer, de la critiquer, de la sermonner ou de lui lancer des noms. Hein, t'es rien qu'un ivrogne, t'es un alcoolique. Pensez qu'elle souffre et elle a besoin de votre appui. Mais toujours de parler sans jugement, de ne pas faire la morale à la personne, d'avoir de l'empathie, parce qu'il faut toujours se rappeler que la personne, elle est en souffrance. T'sais, on pense qu'elle est sur un hype, elle est bien, mais elle souffre au fond d'elle-même. Enfin, souvenez-vous que la dépendance est une maladie et non un choix, et la guérison est possible pour ceux qui le veulent. Vous ne pouvez pas effacer le passé et revenir à la case de départ. Je trouve aussi que c'est tellement bien, hein, de pas effacer. On ne peut pas effacer le passé et revenir à la case de départ, mais vous pouvez commencer dès aujourd'hui à redéfinir l'avenir. Restez positif. Restez et déterminé et fort dans tout ce combat-là. Même s'il peut être difficile de parler de dépendance, il y a toujours de l'espoir que le rétablissement est possible. Il faut le dire à la personne. Vous ne pouvez pas effacer le passé, mais de dire on reste ensemble, on reste positif, on regarde vers l'avenir. C'est une maladie. Hein? Si la personne serait atteinte d'un cancer, qu'est-ce qu'on ferait? On serait avec la personne, on lui dirait, on va être fort, on va se battre à deux, mais la dépendance, c'est une maladie, puis il faut donner de l'espoir à ces personnes-là. Puis on en voit, je remarque qu'il y a souvent des témoignages sur Facebook de personnes justement qui témoignent de leur établissement.
je leur lève mon chapeau. Je trouve ça tellement important que les gens peuvent donner de l'espoir à d'autres personnes en témoignant de leur cheminement et de leur guérison. Comment demander de l'aide? Bien, des ressources communautaires, il y en a. Hein? On a les traitements des dépendances qui offrent une gamme de services aux personnes, aux jeunes, aux familles qui sont touchées par la consommation de substances ou les jeux compulsifs. On y offre aussi notamment des services d'hospitalisation en vue d'une désintoxication pour les dépendances aux drogues et à l'alcool, de counseling externe, y compris les counseling hebdomadaires en groupe. Ils ont des groupes pour aider, hein? Des traitements d'entretien à la méthadone et un programme résidentiel en rétablissement de 4 semaines. Donc, appelez les traitements des dépendances, ils peuvent vous aider. On a des services téléphoniques qui offrent du soutien, des évaluations en tout temps. Ils effectuent aussi des visites aux besoins. De 8 heures à minuit, hein, il y a un service d'intervention d'urgence. Ils peuvent aussi diriger les personnes, les clients vers d'autres services appropriés. Si, par exemple, la personne a des problèmes d'alcool et elle vit de la violence conjugale, par exemple, ils ont toutes les ressources là pour aider les personnes dont ils ont besoin. Les traitements les services de santé mentale. Alors, il y a toutes sortes de services dans notre communauté qui peuvent aider les gens qui en ont besoin. Alors, n'hésitez pas à demander de l'aide. Les ressources communautaires, narcotiques anonymes, ligne d'information sur les jeux compulsifs et les échanges de seringues qui est situé à Saint-Jean. Donc, on peut aller avoir accès à ces numéros-là. J'ai mis ceux-là parce qu'ils sont provinciaux, mais dans chaque région de la province, vous avez les traitements des dépendances, vous les avez, les services de santé mentale dans toutes les régions de la province du Nouveau-Brunswick. Mais pour ceux-là, j'ai mis les numéros de téléphone qui sont provinciaux. J'ai donc pas mis les numéros de téléphone de chacune des régions, mais si vous googlez, là, vous allez les trouver. Alors, pour nous rejoindre, moi, dans ma région, c'est Lucie Robichaud, comme je le mentionnais, 336-49-32. C'est sûr que présentement, nous ne sommes pas physiquement au bureau. Nous sommes, on fait du télétravail à partir de nos résidences. Mais si vous appelez, vous pouvez, je retourne mes appels toujours. Vous pouvez même m'envoyer des courriels. Et j'ai Kimberly Enoch qui est avec moi aujourd'hui et qui est dans la région de Edmundston. Puis, c'est ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller dans le Q&A et on va pouvoir répondre à vos questions. Vous pouvez aussi aller sur notre site Internet CMHNB ou ACSM Nouveau-Brunswick si vous voulez d'autres informations sur les webinaires qui s'en viennent. Et si vous avez des questions sur tout autre sujet touchant la santé mentale, l'association, on est vraiment un chef de file, je pense, dans l'information concernant les maladies mentales et la santé mentale. Alors, je vais remercier Nicole, qui est avec moi aussi à la technique. Et je vous demanderai d'aller remplir le sondage aussitôt que je vais quitter le grand écran ou l'écran là. Vous pourrez voir, il y a un sondage à la fin. Et je vais aller voir s'il y a des questions dans les Q&A qui sont adressées. Alors, s'il n'y a pas de questions, on a bien fait ça, 2h moins quart. Je sais qu'il fait vraiment très, très beau. Merci aux personnes de vous être inscrits au webinaire d'aujourd'hui. Et on vous dit peut-être à la prochaine. S'il n'y a pas d'autres questions, rien au niveau du chat non plus. Alors, merci de votre participation et n'oubliez pas d'aller remplir notre chat. Bonne journée. Ah, j'ai une question. Est-ce possible d'avoir des attestations de présence? Maybe Nicole can answer that. Nicole, if you can look at the question. Il y a quelqu'un qui va répondre à votre question. C'est probablement Fredericton qui va pouvoir répondre à votre question pour l'attestation, là. Mais je pense que vous pouvez quand même peut-être, imprimer votre formulaire que vous vous êtes inscrit. Vous avez un formulaire d'inscription que vous avez rempli. Peut-être si vous pouvez l'imprimer. Puis ensuite ça, peut-être que Fredericton qui atteste là, les inscriptions pourrait vous faire une petite note, peut-être là.
Une copie de la présentation. D'habitude, on ne partage pas nos présentations, mais si vous allez sur sur le YouTube ACSMNB ou CMHU of New Brunswick, vous pouvez avoir l'information, vous pouvez écrire des notes. Oui, il y a quelqu'un qui me dit, vous avez reçu dans votre boîte à mal, là, votre boîte à email. Oui, si vous avez votre chose, imprimez-les. Puis peut-être que ça peut être une attestation. Sinon, appelez-moi, puis j'essaierai de vous envoyer ça, votre attestation. Puis non, on ne donne pas nos présentations à la CSM, mais si vous vous adressez au traitement des dépendances de votre région, je suis sûre que vous pouvez avoir plein d'informations, puis eux autres peuvent le donner, c'est public, ils partagent, là, ils ont plein d'informations. Même, je pense qu'il y a aussi, si vous googlez, là, si le traitement des dépendances, vous pouvez avoir plein d'informations. Désolée, je ne peux pas, on ne peut pas partager. C'est sûr, si vous prenez des notes, on ne peut pas contrôler ça, mais on ne peut pas partager nos présentations. Désolée. Mais merci beaucoup de votre intérêt pour tout ce que l'association offre. Merci infiniment, puis je vous souhaite une belle journée. S'il n'y a pas d'autres questions, ça va? Alors, merci, puis bonne journée.